Le montage, c'est un des trucs qui fait le plus peur quand on démarre sur YouTube parce que, on entend beaucoup de choses dessus. On entend qu'il y a des monteurs qui coûtent, 3 000 € par vidéo, donc du coup, on se dit: «Comment on pourra un jour arriver à ce niveau-là?» Et donc on va débunker un petit peu tout ça aujourd'hui. On va vous expliquer des petites astuces pour faire des montages facilement, mais qui ait de l'impact sur vos vidéos. Et donc, voilà, on pensait que c'était un sujet qui pourrait bien vous aider. Est-ce que ça te plaît toi, Mathieu, comme sujet? Alors le sujet me plaît, parce que j'ai pas mal de choses à dire. C'est un sujet en tout cas, c'est une question qu'on me pose souvent, parce que je fais un petit peu de formation pour des entrepreneurs et ça revient très régulièrement, le montage. Quelle application, quel logiciel utiliser, comment on fait ci, comment on fait ça et voilà. Alors je sais pas où tu veux m'emmener, je vais le dire direct, aujourd'hui, je pense qu'un entrepreneur qui se lance, alors je parle vraiment d'un pren en je pense qu'on va faire la différence entre quelqu'un qui se lance et quelqu'un qui a déjà une chaîne, bien établie depuis quelques années. Parce que pour moi, c'est 2 choses totalement différentes. Mais pour quelqu'un qui se lance, arrêtez de vous poser la de vous prendre la tête avec le montage. Arrêtez de vous prendre la tête avec le matériel, c'est la même chose. C'est pas ça, au départ, que vous devez faire. Voilà, donc le montage, OK, on va en parler, mais il y en a qui accordent beaucoup trop d'importance au montage en début, de création de chaîne YouTube. Voilà, c'est mon avis. Ouais, bien d'accord, c'est une grosse friction qui fait que beaucoup ont peur de se lancer. Ouais. Mais en réalité, pour nous qui voyons ça au quotidien, c'est pas si important que ça. Mmh. Ce qui fait peur en fait, c'est que souvent les personnes qui ont peur du montage, c'est des personnes qui regardent pas tant YouTube que ça, qui vont voir que des vidéos, très divertissantes, qui elles, pour le coup, ont besoin d'avoir un super montage avec une qualité de production Bien type sûr. télévisuel. Mmh. Et du coup, ils se disent: «Waouh, si je fais pas ça, personne va regarder mes vidéos, ça va intéresser personne, donc ça vaut pas le coup, donc je me lance pas». Et ça peut pas être plus faux, en fait, en réalité. Parce qu'à partir du moment où vous allez faire quelque chose de différent, vous allez parler de sujets, dont personne d'autre ne parle, vous pouvez avoir le pire montage du monde. Si vous donnez des infos que les autres ne donnent pas, des gens vont être intéressés par votre vidéo. Bien Donc sûr. évidemment, le but à terme, c'est d'arriver à un espèce d'équilibre entre les 2, de faire un montage suffisamment dynamique, mais qui vous prenne pas trop de temps et qui demande pas non plus, 2 ans de formation, pour que ça reste voilà, intéressant pour votre audience et que ça vous protège un petit peu si d'autres personnes commencent à faire des vidéos sur le même sujet que vous, mais sans avoir besoin de faire des super productions. Parce qu'en fait, il faut garder en tête que, des youtubeurs divertissement que vous regardez, ils ont une concurrence énorme. Ils sont en Oui, concurrence avec toutes les chaînes télé, avec la radio, avec le cinéma, avec, les plateformes de voilà, c'est du divertissement. C'est leur concurrence, c'est toutes les autres sources de divertissement possibles. Quand vous faites des vidéos sur, je sais pas moi, la meilleure façon de faire, une pâte feuilletée, à partir de farine de sarrasin, votre concurrence, elle est rikiki, en fait. Donc vous oui. pouvez vous permettre de faire une vidéo pas parfaite et que ça intéresse quand même du monde. Non, mais comme tu dis, le problème, c'est les références que l'on a et tu l'as très bien expliqué. C'est-à-dire qu'on va regarder des vidéos YouTube, super produites. Mais quand on dit super produites, hein, enfin, on plaisante pas avec Sylvain. On connaît un petit peu les coulisses. Il y a des équipes de télé, des monteurs, et quand tu dis 3 000 €, des fois, je pense qu'il y a même plus. Donc c'est normal d'avoir ce côté: «Waouh, il faut que je fasse ça moi pour parler d'Instagram? Faut vraiment que j'en mette autant? Je vais jamais y arriver, je vais repousser, je connais pas la technique», voilà. Mais non, 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 ils ont besoin d'avoir une qualité top. Vous avez pas besoin d'avoir une qualité top, vous avez besoin d'avoir un contenu qui est top et le montage pour moi, c'est un peu ce qui va sublimer plus tard votre contenu. Mais je Ouais. préfère qu'on ait un bon contenu avec un montage simple, efficace et c'est ce qu'on va vous donner dans cet épisode, plutôt que d'avoir un super montage dynamique avec des effets, des éclairs, des transitions et que derrière ça soit, vide. Ouais. Voilà, l encore une fois, le montage, c'est ce qui va vous faire gagner plus tard du pourcentage de vues, des nouvelles vues, des nouveaux abonnés, mais au départ, c'est pas ça que les gens vont venir chercher. C'est C'est vraiment ça. pas ça pour venir chercher. C'est Donc c'est de l'optimisation, c'est de exactement, c'est l'optimisation. de l'optimisation, c'est pas important. OK. Alors, moi, la question qu'on me pose assez régulièrement, Sylvain, c'est: «Quel logiciel?» On commence par quel logiciel pour faire du montage? Quel logiciel simple on peut conseiller?
Alors, il y a 2 réponses à cette question-là parce que, pour certains, ça va être, sur smartphone ou sur tablette. Dans ce cas-là, ça va être une app. Mmh. Il y a des tonnes d'applis qui marchent très, très bien. Celle dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est CapCut. Ouais, Apparemment, elle est très bien faite, elle est gratuite, ça marche très bien. Vous pouvez même faire des sous-titres, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez dedans. je l'ai Donc testé, ouais. je vous incite à aller voir ça. Sur ordinateur, si vous êtes plutôt team ordinateur, vous avez des logiciels de référence dont vous allez beaucoup entendre parler, mais que je ne vous conseille pas, type Adobe Premiere Pro, type Final Cut, si vous êtes sur Mac et cetera. DaVinci, C'est Resolve, DaVinci Resolve. Ces logiciels-là sont des usines à gaz qui vous permettent de ouais. tout faire, c'est extraordinaire, mais vous allez arriver dans ce truc-là, vous allez dire: «Je Ah oui. commence par où? C'est quoi tous ces boutons, toutes ces options?» Moi, ce que je conseille souvent, c'est de démarrer par et puis en plus, c'est souvent des logiciels par abonnement qui coûtent très cher. Mmh. Et au début, vous savez pas si vous allez faire ça pendant des années ou pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer, par exemple, par un Adobe Premiere Elements, qui est en fait une version light de Premiere Pro, qui est beaucoup plus simple, mais vous allez avoir déjà tous vos repères. C'est-à-dire que vous allez apprendre petit à petit, avec des fonctions très simplifiées, le montage tel qu'il est fait dans le logiciel Premiere. Comme ça, si après, un jour, vous voulez passer à une option supérieure, vous pourrez passer à Premiere Pro, vous ne serez pas dépaysé. Donc en fait, allez voir tous ces petits logiciels qui coûtent entre 50 et 100 euros, et après vous l'avez à vie. Vous avez plein d'autres logiciels, vous avez Movavi, enfin vous avez d'autres trucs comme ça, qui sont faits pour être simples à utiliser. Et pourquoi vous avez pas besoin d'un truc super compliqué? Bah, parce qu'en fait, le montage sur YouTube, vous êtes obligé d'en faire. Il faut en faire, hein, du montage pour Ouais. vidéo YouTube, c'est obligatoire. Mais dans un premier temps, le montage, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste faire des cuts. Est-ce que tu peux me dire un peu, toi, comment on fait bien des cuts? Est-ce que c'est compliqué et à quoi ça sert de faire des cuts? À moins que tu voulais rebondir sur autre chose peut-être? Alors, je vais rebondir vite fait sur les logiciels. Effectivement, tout ce que tu as dit, c'est bien. Ne commencez pas par les 3 qui vous a cités, DaVinci, Final Cut et Adobe Premiere Pro. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des logiciels qui sont utilisés dans l'audiovisuel. Dans les films, dans les grosses productions, c'est ce qu'ils utilisent, hein. Donc, comme tu l'as dit Sylvain, c'est des usines à gaz et je pense qu'on passe plus de temps à se former sur ces logiciels, qu'à faire des vidéos YouTube. Hem, tout ce que tu as cité, c'est très bien. En gros, moi, c'est ce que je conseille. Allez voir deux trois logiciels open source souvent. On a des open short, vidéos, choses comme ça. Allez voir vite fait un ou 2 tutos sur YouTube, toujours, hein. Mettez les mains un petit peu dedans, allez voir l'interface, vous en choisissez un et voilà, voilà. Pour moi, au départ, on va dire qu'il y a trois quatre techniques à apprendre pour faire, des bons montages. Le cut, l'incrustation et en fait, je pense que 2, hein, le cut et incrustation, c'est déjà pas mal, hein. Je trouve que en tout cas pour les premières vidéos, c'est pas mal. Donc les conseils que je donnerais pour le cut. Le cut, le but de cut ou de couper, hein, on va parler peut-être un peu français, Sylvain. Le but de couper, c'est de couper votre rush et au départ, ça va être de couper tous les blancs entre 2 phrases. Voilà, vous le coupez pour que ça soit un peu plus dynamique. Tous les passages où vous êtes trompé, parce que c'est pareil, mais moi je conseille de faire un seul rush, parce que j'ai déjà eu des clients qui m'en ont fait, par petits bouts, c'est affreux ça. Donc vous enregistrez en une fois, vous loupez sur une phrase, c'est pas grave, vous la refaites et vous la couperez au montage. Heu, des fois ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est de couper quand vous vous répétez trop dans une vidéo. Trop de répétitions, voilà, vous tournez en rond, vous savez pas où vous allez, bah coupez. Hem et c'est déjà pas mal, hein, comme conseil pour cut, tu as d'autres Ouais, toi, Sylvain? en fait, ouais, voilà, hem, basiquement, on commence toujours par des cuts, effectivement. Donc, il y a une Mmh, première passe, technique, j'ai envie de dire, où effectivement on retire les blancs, on retire les tous les trucs un peu comme ça. Gardez en tête que sur YouTube, on a l'habitude que tout soit hyper dynamique. mmh, Dans une conversation normale, il y a des blancs parfois entre 2 phrases. Ici, un blanc de 2 secondes, on le supprime. Pourquoi? Parce que dès le moment où vous allez mettre un blanc, la personne derrière son écran, soit elle va s'ennuyer déjà rapidement, parce qu'elle a pas l'habitude de ça, soit elle va se demander: «Ouais, finalement, est-ce que j'ai pas envie de regarder autre chose?» Et mmh, ce sera une occasion pour elle de partir. Donc ça, le montage dynamique, n'ayez pas peur vraiment de serrer assez fort et à la fin d'une phrase, hop, vous enchaînez direct sur la suivante. Ça, on a l'habitude maintenant de ça sur YouTube. Hem, donc ça, c'est une première passe. Donc on va parler de passe quand vous faites un ouais, montage. Donc une passe, c'est-à-dire que vous allez regarder tout votre fichier et vous allez faire une chose, une action ou 2 actions. Donc première passe, on fait les cuts et on met tout bout à bout.
2e passe, alors vous pouvez aussi d'ailleurs, hein, pendant cette première passe, vous dire: «Ah là, j'ai répété 3 fois la même phrase». En général, on garde que la dernière parce que souvent c'est la bonne et on supprime les 2 autres. Il y a des petites astuces, hein, d'ailleurs que certains utilisent au tournage. Ils vont dire: «Tiens, dès que j'ai fini une phrase qui est, quand j'ai répété plusieurs fois la même phrase et que la dernière est la bonne, je fais un clap à la fin». Comme ça, je verrai sur mon logiciel de montage la courbe de du son, montrer un grand clap et je sais que c'est là qu'il faut que je garde le morceau. Enfin voilà, il y a des Ouais, techniques comme ça. je suis pas fan de cette technique, moi. Bon après chacun, je le fais pas Ah non oui, plus, hein, oui. perso, mais je sais qu'il y en a qui le font et que ça les aide beaucoup. Donc ça, c'est une première passe. Une deuxième passe que vous allez faire et que je trouve vraiment intéressante, c'est ce que disait Mathieu, c'est, d'enlever certaines phrases. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous avez pu être sur la partie technique de, «j'enlève les blancs», parce que ça, vous pouvez le faire assez rapidement et même juste en regardant la forme de la sinusoïde, du son. La deuxième passe, vous allez vous écouter et vous allez dire: «OK, Ouais. le but de cette vidéo, c'est d'amener là. Je suis en train de dire ça et là, ce que je suis en train de dire là maintenant, cette longue phrase là qui n'en finit plus, est-ce qu'elle est pas un peu en train de redire la même chose que ce que j'ai dit avant? Ou est-ce que ce bout là, il est finalement vraiment indispensable ou pas?» Et ça, c'est une partie qui est pas facile, mais qui est indispensable pour ra revenir un petit peu à l'essentiel sur votre vidéo. Et ça, c'est, voilà, c'est une deuxième passe qu'on va pouvoir faire. Et après la troisième et dernière passe, on va dire, pour un montage basique, ça va être celle de, tout ce qui est accessoirisation, j'ai envie de dire. Ça Mmh. veut dire parfois mettre une petite musique derrière. Attention à la musique, on va la mettre très, très basse par rapport à la voix, il faut pas que ce soit gênant. Il faut Mmh. choisir la bonne musique, hein, Qui va avec ce que vous qui va racontez. qui va avec. Il y a pas de paroles en général, enfin ce genre de Mmh. choses. Et c'est aussi la partie où on va effectivement mettre des illustrations, des incrustations. Donc là, c'est assez simple. Vous êtes sur votre montage, je vous dites: «Tiens, je suis en train de parler, d'une paire de ciseaux particulière pour faire du craft». Ça peut être pas mal que je la montre, en fait, vu que j'en parle. Donc je vais aller chercher une image, quelque part sur internet et je vais, la mettre dans mon montage pour pouvoir illustrer. Et ça, sur YouTube, c'est vraiment important, notamment au tout début de la vidéo, de pouvoir illustrer un maximum Ouais. de choses de ce que vous dites. C'est parfois ça peut être des petits gifs, des petites animations, mais globalement pour, changer un petit peu de mode, quand je dis de mode, c'est que quand on regarde une vidéo, on a l'habitude qu'on change de mode toutes les, 3 à 5 secondes, hein. Quand on regarde la télé, vous voyez, les images, elles changent tous les 3 à 5 secondes. Sur YouTube, au début, vous êtes pas obligé d'être dans ce rythme-là, mais en gros, c'est important que de temps en temps, pour reposer les yeux, l'image change et qu'on soit pas toujours sur une tête qui parle comme on est en train de faire ici. Ouais, alors c'est pour reposer les yeux, mais c'est aussi pour donner du dynamisme à la vidéo. Comme tu dis, le le problème d'une vidéo facecam comme on fait, hein, j'aime bien le dire, c'est qu'une bonne vidéo, il faut qu'il y ait du mouvement. Le problème, c'est que quand on est assis ou quand on est debout en train de se filmer, bah, à part le mouvement, si vous êtes un peu italien, de vos mains, et de la tête qui bouge, il y a pas beaucoup de mouvement. Donc l'œil de votre spectateur s'habitue très vite à vous voir vous, plan fixe, en train de parler et moi j'aime bien dire que le but d'une vidéo dynamique, c'est d'empêcher le viewer de partir. Donc il faut toujours qu'il se passe quelque chose. Alors, il y en a qui le font très bien, rien qu'avec, ce qu'ils racontent, l'intonation de la voix, qui y sont. Mais quand on démarre et qu'on n'a pas encore une très grande présence devant la caméra, le fait d'illustrer ses propos, de faire des cuts, de rajouter, de la vidéo, derrière, de rajouter des images, bah, ça va aider à ce que l'œil de votre spectateur soit toujours, comment dire? Mince, je ne trouve plus le terme, toujours, Stimuler. stimulé, exactement, merci. Et donc, s'il est toujours stimulé, il n'est pas en train de penser, à la notification qu'il vient de recevoir, il n'est pas en train de penser aux courses qu'il va devoir faire tout à l'heure, et en fait, bah, il va rester plus longtemps sur votre vidéo. Donc voilà l'importance de faire donc, déjà ces 2 premières choses comme tu as dit, ces 2 premières passes, 3 premières donc qui sont les cuts. Faire en sorte que, au moins l'audio soit intéressant, donc enlever toutes les phrases qui ne servent pas votre vidéo, toutes les phrases où vous vous répétez, toutes celles qui alourdissent aussi votre vidéo. Parce qu'il y a des fois, voilà, on aime bien, répéter ou partir dans d'autres explications alors que ça n'apporte aucun intérêt à la vidéo. Rajouter donc, comme on l'a dit, soit de la vidéo, soit des images pour dynamiser. Et est-ce que toi, tu as une troisième technique de montage? Parce que moi, j'en ai une que j'aime bien faire, qui est pas toujours facile au départ, mais bien dosée, qui peut être pas mal. C'est, la technique des zooms ou des changements de plan. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour l'instant, mais c'est une vraie méthode pour donner un peu de dynamisme à sa vidéo, c'est de faire ce qu'on appelle
des zoom cuts ou des zooms, des choses comme ça. Alors, le faites pas à l'ancienne, un zoom progressif, sur votre tête. C'est zoom cut, ça veut dire on coupe et on vous montre un plan plus zoomé, puis ensuite on recoupe, on montre un plan moins zoomé. Donc là aussi, c'est quelque chose où avec le temps et l'expérience, vous apprendrez à quel moment c'est judicieux de le faire ou de ne pas le faire. Là, Mmh. il y a des habitudes différentes selon les audiences. C'est que les audiences jeunes ont l'habitude d'en faire tout plein dans tous les sens et les audiences plus âgées, ils vont vous dire: «Oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça?» C'est voilà, c'est pas parfait. Moi, j'aime bien faire ça au moment où on va avoir une punchline, en fait, quand on va avoir Ouais. une phrase où on veut marquer les gens et on veut dire: «Le truc important, c'est de faire des zoom cuts» et là, normalement, si tout va bien, Alexis, qui nous fait le montage du podcast, a fait un zoom cut au moment où je vous ai dit ça. Voilà, pour que ça marque un petit peu, marquer les esprits. Et ça recrée du dynamisme et c'est assez simple, c'est sur la même caméra. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec 3, 4, 5 caméras différentes comme à la télé, et hop, ça dynamise un petit peu le truc et c'est assez facile à faire. Donc c'est pareil, c'est une petite chose à apprendre, comment faire ça dans votre logiciel de montage, mais une fois que vous savez le faire, vous l'utiliserez un peu partout. Dernier petit truc aussi peut-être éventuellement, qui peut aider dans certains cas, c'est les transitions. C'est des choses assez simples à faire. Donc transition, on a parlé de cut. Le cut, ça veut dire on passe d'une image à une autre brutalement, sans aucune transition pour le coup. Mmh. C'est la règle sur YouTube, c'est ce à quoi on est habitué et donc vous devriez utiliser ça 95 du temps. Une autre transition que moi j'aime bien de temps en temps, c'est le fondu. Donc le fondu au noir, c'est le fondu au noir, ça veut dire qu'on passe sur un écran noir qui ensuite repasse sur une autre image. Le cas où j'aime bien utiliser ça, c'est au moment où je veux montrer que du temps s'est passé ou bien qu'on change totalement de chapitre. Ouais. Donc voilà, c'est un cas très particulier, mais ça passe bien. Par contre, toutes les autres transitions ou presque, oubliez-les. Les transitions en étoile, la page qui se tourne, des trucs kitsch comme ça n'apporte rien. C'est voilà, donc Ah, tu me vraiment fais, rester simple. tu me fais plaisir, Sylvain, parce que j'ai eu peur là. J'ai vu que tu avais eu peur là. Ouais, ouais, quand tu as commencé à dire donc ce que j'aime bien, c'est les transitions, je me suis dit: «On y va», parce que moi, ça me fait toujours peur, les gens qui veulent mettre des transitions partout, tout le temps. Et effectivement, le fondu au noir, ça passe. Le fondu enchaîné quand on passe d'une illustration à soi, un petit fondu, de à peine sur trois images, ça passe aussi. Mais ah oui, arrêtez avec les trucs, qui partent dans tous les sens là, ça vient d'en haut, ça vient d'en bas, ça vient d'à droite, il y a une étoile. Non, non. En fait, c'est cheap, en fait. Enfin, pour moi, dès qu'une vidéo commence avec pas mal de transitions, je sais très bien que je vais pas la regarder. Je sais très bien. Parce que ça va enchaîner plein de choses aussi. Ça va enchaîner sur de l'illustration de très mauvais goût ou, plein de couleurs ou des splatshs. En tout cas, pour un entrepreneur, soyez sobre, soyez simple et efficace et franchement, votre audience va vous remercier. Ouais. Va vous À la remercier. limite, si vous voulez faire des transitions un petit peu différentes, vous amuser un petit peu, faites vous-même la transition. C'est-à-dire que c'est dans votre cadre, c'est vous dans votre cadre qui allez faire une transition intéressante. Donc par Oui. exemple, un truc où vous allez sauter sur un premier plan et atterrir sur le plan suivant, ou des trucs où vous allez, apparaître par en bas ou des trucs où vous allez marcher, ce genre de trucs. C'est à la Ça TikTok un peu ça. ça peut être marrant, voilà, ça peut être marrant, ça crée un peu de dynamisme, mais c'est pas dans le logiciel que vous le faites finalement, c'est au tournage. Non. Je pense une question qui peut-être la dernière question de cet épisode. Est-ce qu'on a intérêt à plutôt déléguer un montage? À se dire: «Bah, en fait, moi, j'ai pas envie d'apprendre ça, c'est pas quelque chose qui me passionne et je pense que je serai jamais aussi bon que des monteurs spécialisés». Ou est-ce que c'est une bonne chose d'apprendre à faire par soi-même? Dans quel cas on apprend par soi-même et dans quel cas on délègue? Alors, encore une fois, je pense que, ça dépend de pas mal de choses, ça dépend de l'entrepreneur. Clairement, moi, j'ai des personnes qui veulent se lancer sur YouTube et qui ne veulent pas du tout faire de montage et ça se comprend. C'est-à-dire qu'ils ont un business à faire tourner, ils ont des clients à satisfaire, ils ont de la communication à faire. Ils n'ont pas envie de passer du temps sur quelque chose qui n'est pas rentable pour eux. Mmh. Parce que c'est-à-dire qu'ils vont devoir passer du temps. Pour eux, le temps, c'est de l'argent, et là, ils gagnent pas d'argent. Hein, je schématise, hein, mais c'est vraiment pour faire comprendre. Donc quelqu'un q un entrepreneur, une entreprise, une petite start-up, voilà, qui a les moyens de déléguer, doit déléguer. Doit déléguer, hein, souvent on dit que, la force de ça, c'est comment dire? D'être entouré des bonnes personnes qui vont vous faire gagner de l'argent. C'est-à-dire que même si vous en dépensez avec un monteur, avec une équipe, vous allez c'est un investissement qui va être rentable. Parce que si vous payez quelqu'un, il va le faire beaucoup plus rapidement et de meilleure qualité que si c'est vous qui commencez. Un entrepreneur qui a pas les moyens de déléguer, qui a envie, parce que encore une fois, il faut avoir de l'envie, qui a envie de se mettre sur YouTube,
bah, qui se forme lui-même, hein, autodidacte et qui teste et qui monte ses propres vidéos, et voilà et on connaît nous des entrepreneurs qui montent toujours leurs vidéos, des Mmh. vidéos qui font plus de 100 000 vues, ils ont toujours les mains dedans parce que pour eux, le montage, c'est aussi leur patte et ça encore une fois, je le comprends très bien. Il y a certains entrepreneurs qui sont vraiment très forts en montage, c'est pas leur spécialité à la base, mais ils savent parce qu'ils quand ils tournent la vidéo, ils savent déjà comment va être le montage. Hem, voilà, donc il y a pas de règle pour déléguer. Vous avez les moyens, vous voulez quelque chose de qualité, vous voulez pas vous embêter, déléguez. Vous avez le temps, pour vous, c'est vraiment quelque chose d'important le montage, encore une fois, parce que c'est ce qui va mettre la couleur, de votre personnalité, faites-le. Continuez à le faire. Ouais, Voilà, c'est tout à fait. C'est, je vais reformuler ce que tu as dit, merci. avec mes mots et mes stats, parce que je pense que c'est important que ça s'ancre bien dans votre tête. Ouais. Il y a pas de règle, universelle. Et moi, j'aime bien regarder, à combien vous évaluez votre temps. Il faut être très honnête vis-à-vis de ça. Mmh. Quand j'ai démarré, mon entreprise, au début, j'avais très peu de clients, j'avais beaucoup de temps parce que j'avais fait une rupture conventionnelle. Donc j'avais évalué à l'époque mon temps, je sais plus, c'était 10 € de l'heure ou 15 € de l'heure. C'est ce que ça valait parce que, en gros, tout le temps que je passais à créer du contenu, à faire des choses et cetera, ça rapportait à la fin du mois, 400 €, je sais plus, je sais pas combien, donc ça valait quasiment rien mon temps. Et donc dans ce cas-là, payer un monteur pour faire une vidéo monter une vidéo YouTube, payer un monteur à 300 ou 400 € versus moi qui passais 5 heures à faire le montage, c'était plus rentable que moi je fasse le montage. 5 heures à 10 €, ça me coûte 50 €. Donc c'était beaucoup plus intéressant que je fasse le montage, financièrement parlant, que de le faire par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, mon temps, je l'estime aux alentours de 150 € de l'heure, à peu près. C'est-à-dire que quand c'est comme ça que je calcule les choses pour prendre des décisions, Mmh. si je fais une tâche ou pas. Et je me dis: «Est-ce que ça a potentiellement, cette valeur-là, ce que je vais faire en 1 heure ou pas?» pour savoir si je le délègue, si je le file à quelqu'un d'autre ou pas. 150 € l'heure, comme je suis toujours une quiche en montage, alors même j'en ai monté, hein, des vidéos, j'en ai monté plusieurs centaines, hein, pour mes chaînes YouTube, mais c'est pas un truc qui me passionne le montage. Bah, je me dis 150 € l'heure si je passe encore une fois 5 heures, ça vaut 750 €. J'ai beaucoup plus d'intérêt à le déléguer à quelqu'un qui saura faire ça bien mieux que moi. Donc d'ailleurs, au passage, le prix d'un montage vidéo, c'est relativement cher, hein. Vous attendez pas à avoir des montages pour 50 € pour une vidéo YouTube. Il y en a quelques-uns qui vont vous le faire, mais ça va être des personnes qui vont probablement pas être très fortes, qui savent pas forcément ce qu'elles font et qui vont peut-être aussi vous lâcher, quelques mois plus tard. Mmh. Donc le prix d'un montage YouTube, globalement, on a rarement en dessous de 250 € pour un montage, sérieux, et si vous voulez des très bons monteurs, on va aller vers des, 700-800-900 €. Normalement, Mmh. vous n'avez pas besoin d'aller là-dedans au début, mais voilà, attendez-vous à cette fourchette de prix au début, en tout cas pour votre chaîne YouTube. Par contre, laissez tomber les gens qui ont l'habitude de monter des vidéos d'entreprise et qui vous facturent 2 000 € pour une vidéo de 2 minutes. Ces personnes, généralement, ne sont pas dans le même état d'esprit, que vous, et surtout ne sont pas forcément des bonnes personnes pour monter des vidéos YouTube. On a souvent Ouais. des clients qui nous disent: «Bah, moi, mon monteur, il me facture 1 500 € pour une vidéo face cam et les vidéos, elles marchent pas». Je dis: «On regarde la vidéo, on dit: "Bah, oui, là, il respecte même pas les règles de base de YouTube, là». C'est-à-dire qu'il y a pas de connaissance de la plateforme. Donc un bon monteur vidéo n'est pas forcément un bon monteur YouTube. Attention à ça. Ah, je suis bien Heu d'accord, je c'est ce que j'allais dire, attention. Ah non, 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 mais un monteur YouTube, c'est un monteur spécialisé pour ouais, YouTube. C'est pas ouais. un monteur spécialisé pour la vidéo corporate. Et le deuxième élément, que je reformulerai dans ce que tu as dit, regardez pour vous si le montage est un élément important. Et là, ce qu'on constate, c'est que souvent, ça va être des personnes hem, très perfectionnistes qui veulent Mmh. garder le contrôle sur le montage le plus longtemps possible. Parce qu'effectivement, au moment où ils ont écrit la vidéo, souvent, c'est les personnes qui écrivent leurs vidéos. Au moment où ils ont écrit, au moment où ils ont tourné, ils savent exactement ce qu'ils vont faire au montage et ils se disent: «Mais jamais je pourrais expliquer à quelqu'un d'autre ce que je veux sur le montage, et donc il faut que je le fasse moi-même». Et c'est ces personnes-là souvent qui nous contactent après 1 an ou 2 de YouTube et qui disent: «Là, je m'en sors plus parce que je veux créer toujours plus de vidéos, mais en même temps, je peux pas déléguer le montage, c'est pas possible». Alors pour ces personnes-là, je peux vous rassurer, c'est possible de déléguer le montage, mais il faut absolument déjà identifier la bonne personne parce que Ouais. ça va vous prendre beaucoup de temps les premières fois à écrire la façon dont vous, montez vos vidéos, mais sachez que c'est possible. J'avais vu une fois
un youtubeur qui est une youtubeur business, hein, mais qui a une chaîne à plusieurs millions d'abonnés aux États-Unis. Il avait, quand il faisait son montage donc bref, vous avez 2 façons de faire. Soit vous vous enregistrez pendant que vous faites votre montage et vous commentez, vous dites: «Alors là, je fais un cut là, je fais un cut parce que ça, parce que ça, parce que ça» et comme ça, le monteur, lui, va dire: «OK, j'ai compris exactement la démarche». Soit vous rédigez un guide et vous dites: «En gros, pour les cuts, voilà la règle globale. Pour Ouais. cette règle globale, j'ai 3 principes. Ce principe-là» et vous détaillez tout et ce type-là, il avait tout détaillé et son document faisait 90 pages et en 90 pages, il documentait exactement tout ce qu'il faisait. Et avec ça, le monteur, il va vous faire un montage la première fois, vous allez regarder, vous allez dire: «OK, c'est pas mal, ça faut changer, ça faut modifier parce que ci, parce que ci, parce que ça» et au bout de 2-3 montages, ça va le faire et vous aurez une personne qui montera des vidéos exactement comme vous, qui comprendra exactement ce que vous faites et vous gagnerez un temps fou. Donc c'est possible, mais c'est long si vous êtes, perfectionniste. Si à l'inverse, vous vous dites: «Moi, tout ce que je veux, c'est transmettre de l'info et après les gens, ils vont mieux se débrouiller que moi», ça c'est globalement ce qu'on fait pour nos clients. Mmh. Les gars, ils s'y connaissent mieux en montage et que vous avez pas forcément envie d'avoir le contrôle sur le rendu final. Dans ce cas-là, déléguez le plus vite possible et puis on n'en parle plus, quoi. Oui, parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, je reviens sur un monteur spécialisé YouTube. C'est quelqu'un qui a une vraie veille, qui a une vraie passion pour YouTube, qui est capable de sentir la tendance en termes de montage, parce qu'il y a des tendances pour tout, même le montage, il y a des tendances. Donc ça se paye, quelqu'un, qui est spécialisé sur YouTube, qui connaît les codes, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, qui connaît les codes YouTube et ça fait une grosse différence, hein. Honnêtement, je vous le dis, voilà, trouver le bon monteur où on peut lui laisser carte blanche et qui va nous faire une petite vidéo aux oignons, qui répond au code, qui intègre les nouvelles tendances, qui fait quelque chose de, comme j'aime le dire, simple mais efficace, bah, c'est pas facile, mais derrière, voilà, ça peut soulager et c'est de l'optimisation. Voilà, je pense qu'on va conclure là-dessus. Attention, on vient de faire un épisode entier. N'oubliez pas que le montage, c'est de l'optimisation. Je répète ce que j'ai dit au début, si vous faites quelque chose de mauvais dans votre contenu, si vous suivez pas tous les autres conseils qu'on a déjà donnés dans un autre épisode, la mauvaise intro, la mauvaise miniature, le mauvais titre, la mauvaise, fin de vidéo, vous pouvez avoir le meilleur montage. Vraiment le vraiment meilleur monteur qui vous coûte 2 000 € par mois, voire plus, ça ne servira à rien. Vous ferez toujours, quelque chose de mauvais, bien emballé. Voilà. C'est Et ça. je pense que Ça résume très bien et on a de temps en temps, nous, des demandes de personnes qui nous disent: «Voilà les vidéos que je fais, est-ce que c'est vous pourriez nous faire les montages?» et des fois, on leur dit: «Non». On leur dit: non, «Non» parce que si on vous fait les montages que si on sait que ça va avoir un impact et là, on part de trop loin, le contenu est pas forcément intéressant, il est pas bien amené, l'angle est pas intéressant et ça, ouais. c'est des choses bien plus importantes que le montage au départ et donc d'abord, on travaille ça et une fois que ça, c'est bien calé, là, après, on peut commencer à bosser le montage pour améliorer les rétentions et faire en sorte que YouTube, mette le contenu en avant, quoi. Donc voilà, c'est ça vient l'optimisation du montage, ça vient dans un second temps. Tu as tout à fait raison, Mathieu Germer. Merci beaucoup Sylvain Lepoutre, pour, ce retour. Où est-ce que peuvent nous retrouver, les gens et qu'est-ce qu'ils doivent faire, Sylvain? Eh ben, sur YouTube, vous pouvez nous regarder sur la chaîne Code YouTube et puis mettre des commentaires là-bas, on adore, on répond, Mmh. systématiquement, on lit tous vos commentaires et puis bien sûr sur LinkedIn, c'est là qu'on se connecte, c'est là qu'on peut échanger en privé aussi avec vous, ou sur le post LinkedIn qu'on va créer, associé à cet épisode. C'est toujours un plaisir, moi j'adore faire ça et j'espère que ça vous apporte toujours de la valeur et puis, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao et à la semaine prochaine. Salut.